Bonjour à toutes et toutes et merci d'être là. Bon, en attendant que tout le monde se connecte, on a encore une petite minute avant de démarrer. Dites-nous dans le chat où vous êtes géographiquement, s'il fait beau chez vous, dans quel secteur vous travaillez. Voilà, on est curieux de savoir là où vous êtes. On attend encore les participants. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nantes et beau temps. Et oui, nous aussi on est à Nantes et c'est vrai qu'on a le plaisir d'avoir le soleil aujourd'hui. Bon, eh bien, il est l'heure. Il est l'heure. Pour démarrer ce webinaire consacré à l'identité organisationnelle, je vous propose cette image. Petit temps de latence, mais vous allez voir un phare. Imaginez un phare solide, inébranlable, dominant la mer déchaînée. Même pendant les tempêtes, les plus violentes, eh bien, il reste fidèle à sa position, éclairant la voie pour les navires égarés et témoignant de sa présence constante et infaillible. Eh bien, ce phare, c'est un peu le rôle que joue l'identité organisationnelle comme repère dans et vers vos entreprises. Et oui, tout comme ce phare, à travers son identité, eh bien, chaque entreprise va occuper une place sur son marché, quelque chose qui la distingue, même dans l'océan tumultueux du marché, quelque chose qui va la rendre mémorable, immuable. Là, on a mis quelques logos, donc vous voyez, certains logos eh bien, appartiennent presque au passé, Yahoo, BlackBerry, d'autres sont un peu plus flous dans leur positionnement, IBM, même le dessin est flou, d'autres étaient jadis très valorisés, Apple, Google, aujourd'hui les images commencent à être un peu abîmées, et puis il y en a d'autres qui sont plus émergents, Camif, Veja, Decathlon, Monop, tout ça c'est des marques et des identités organisationnelles qui bougent avec le temps. Aujourd'hui, ensemble, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est d'embarquer dans ce voyage à travers l'énigme de l'identité organisationnelle. On va découvrir pourquoi elle est si cruciale, comment la construire et les stratégies pour en faire un atout au cœur de votre voyage entrepreneurial. Je suis Marion Cotreau, consultante RH au sein du cabinet LGP Conseil, et je vais avoir le plaisir d'animer sous forme d'une conversation, d'une discussion avec Gilda Perrault, consultant et chercheur spécialiste de ces questions de construction d'identité. Bonjour Gilda. Bonjour Marion. On va discuter pendant à peu près une demi-heure et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Simon et Cynthia feront un plaisir de vous répondre. Et puis, les slides que vous voyez à l'écran, que nous projetons là, seront disponibles au téléchargement. Il y aura également un guide pour construire votre démarche de construction d'identité organisationnelle. Vous pourrez l'obtenir via notre page LinkedIn LGP Conseil dès demain. Alors, pour commencer, Gilda, pourquoi l'identité organisationnelle, elle est si cruciale ? Eh bien, l'identité organisationnelle, ça a toujours été un élément clé dans la stratégie et dans la réussite des organisations. Mais aujourd'hui, face aux tendances du contexte, aux enjeux modernes, eh bien, ces enjeux de l'identité organisationnelle sont de plus en plus forts. On vous a listé 10 bonnes raisons de travailler votre identité organisationnelle. La première de ces raisons, eh bien, c'est l'enjeu d'adaptabilité, de résilience. Une identité doit servir un peu de fondation stable, aider les organisations à naviguer à travers tous ces changements sans perdre leur âme. Exactement. Et puis, deuxième enjeu, autour de la diversité et de l'inclusion. Les questions de diversité et d'inclusion, eh bien, elles sont devenues centrales aujourd'hui. Les entreprises doivent penser à la manière dont leur identité organisationnelle soutient, mais également promeut une culture inclusive et diversifiée.
Le troisième enjeu, c'est l'enjeu de digitalisation, de virtualisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'adoption croissante du télétravail, de nouvelles formes d'organisation du travail, la transformation digitale, les organisations doivent réfléchir à la manière dont leur identité organisationnelle va se traduire en termes d'organisation du travail. Et puis, quatrième enjeu dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le développement durable et la responsabilité sociétale. Les entreprises, elles sont de plus en plus jugées sur leur contribution sociétale, mais également environnementale. L'identité organisationnelle, elle doit pouvoir refléter ses engagements et les valeurs durables. La cinquième bonne raison qu'on vous propose, c'est la guerre des talents qui a lieu en ce moment sur le marché du travail. Donc c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel. C'est vrai que dans ce marché du travail, le fait d'avoir une identité organisationnelle qui soit claire et qui soit attrayante, eh bien, elle est essentielle pour pouvoir attirer et retenir les meilleurs talents. Et puis, ça fait lien également avec les générations Z et les millennials. On sait aujourd'hui que ces générations, elles accordent une grande importance à l'alignement de ces valeurs. Les organisations, elles doivent s'assurer que leur identité organisationnelle résonne avec les aspirations et les valeurs de ces générations. Et ça fait lien avec l'enjeu d'authenticité, d'image, à l'ère des médias sociaux aujourd'hui, de transparence accrue. C'est vrai que les organisations, elles sont constamment scrutées. Et une identité organisationnelle authentique est essentielle aujourd'hui pour éviter toutes les accusations de greenwashing, de purpose washing ou même d'incohérence. Exactement. Et puis, on peut aussi parler d'un autre enjeu, la globalisation versus la localisation. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui, elles sont nombreuses à opérer à l'échelle mondiale, mais elles doivent trouver un équilibre pour avoir une identité organisationnelle cohérente à l'échelle mondiale, tout en ayant une sensibilité avec les cultures locales. L'enjeu suivant, c'est l'enjeu de complexité organisationnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les structures organisationnelles se complexifient avec ce qu'on a évoqué, le télétravail, la globalisation, l'arrivée des technologies de l'information et des approches un peu plus matricielles. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, avoir une identité organisationnelle claire va permettre d'éviter toutes les tensions qui pourraient résulter de cette complexité. Exactement. Et puis, dixième et dernière bonne raison de travailler son identité organisationnelle, c'est de pouvoir se différencier et faire face à la concurrence. Aujourd'hui, on peut parler de marché même saturé et une identité organisationnelle forte et distincte, justement, elle peut aider à se démarquer de la concurrence. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que l'identité organisationnelle doit permettre à l'organisation cette capacité à rester pertinente, authentique et alignée avec les parties prenantes, avec les attentes qui changent de ces parties prenantes. Tout ça en naviguant dans un environnement qui est de plus en plus complexe et dynamique. Donc, 3 mots, pertinence, authenticité et alignement. Exactement, Gilda. Et puis, on voit bien l'enjeu, proposer une identité qui permettent à nos entreprises de bénéficier des dynamiques humaines dont elles ont besoin, aussi bien dans l'entreprise, donc on parle plutôt des collaborateurs, que vers l'entreprise. Et là, on va parler des clients, des candidats ou toute autre partie prenante externe à l'entreprise. Mais alors, comment on va faire ça ? Alors Marion, pour te répondre, il faudrait qu'on fasse un petit détour philosophique. Est-ce que ça t'intéresse ? Ouais, allons-y. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous proposer l'image d'un bateau. Imagine un bateau. Et tu vois, je vais te proposer d'embarquer sur ce bateau. Et pour te proposer d'embarquer, je vais te vanter la qualité de construction du bateau, ses matériaux, l'expérience du capitaine qui a navigué sur toutes les mers du globe, la compétence de l'équipage, la sympathie des autres gens qui naviguent à bord, la douceur de vie à bord, les prestations de qualité qui sont proposées. Alors, t'embarques ou pas ? A priori, oui. Tu dis a priori ? A priori, oui, parce que ça dépend où on va. Ah ben voilà, ça c'est la bonne question. Où on va ? C'est vrai que c'est une question qu'on a un peu oublié de se poser. On regarde les choses, on les voit dans leur dimension, on voit
voit ce que c'est, là, on voit une voiture, donc on va se dire, waouh, quelle belle voiture, jolie couleur, la marque et tout ça. Mais on va oublier de se demander, on se demande assez rarement, mais où elle va cette voiture? C'est un peu comme le proverbe qui dit, quand le sage montre la direction, l'idiot regarde le doigt. Et ben c'est vrai qu'on a souvent tendance à être un peu idiot et à regarder que les choses et oublier un petit peu la direction, leur mise en mouvement et leur dynamique, leur devenir. Et ben quand on veut répondre à la question qui nous sommes, qui est la question de base quand on parle d'identité organisationnelle, on a ces deux approches. Une approche qu'on va qualifier d'essentialiste et l'autre d'existentialiste. Et ça, c'est un choix stratégique qu'il faut faire. Est-ce qu'on cherche à mettre en évidence les caractéristiques un petit peu intangibles de l'organisation, ou au contraire, est-ce qu'on cherche à se définir à travers son projet, à travers son ambition, ce vers où on a envie d'aller, la transformation qu'on a envie éventuellement même d'opérer. Donc là, c'est un choix qu'il va falloir faire. Donc, si on se demande, alors l'existentialisme, lui, va être une approche un petit peu différente, qui va plutôt porter sur le projet. Voilà. Je vois que c'est plutôt clair, pour moi en tout cas, la différence entre les deux, mais quelle option, selon toi, est la plus pertinente pour construire son identité organisationnelle? Il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend en fait. En tout cas, l'approche existentialiste me semble plus en phase avec le contexte actuel. Déjà parce que ça pose l'identité comme un choix actif. L'entreprise, elle peut définir et redéfinir activement qui elle est en fonction de ses défis et de l'évolution du monde qui l'entoure. C'est vrai, puis l'identité, c'est surtout vu en termes de ce qu'elle aspire à devenir. Ce qu'on a été, ce qu'on est, je ne veux pas dire qu'on s'en fiche, mais ce qui compte, c'est qui on aspire à devenir. Donc, elle est liée à des projets, des visions, des ambitions pour l'avenir. Et puis, ça me paraît aussi plus fluide, plus agile. Les organisations, elles ont la liberté et peut-être même l'obligation de se réinventer pour rester pertinente dans un monde en constante évolution. Et avec la question de la liberté, en fait, arrive la question de la responsabilité, parce qu'à partir du moment où on a le choix de définir son devenir, de s'engager vers un devenir, et ben, se pose la question du sens de ça, de l'impact que ça peut produire. Donc cette question de la liberté, elle est liée à la question de la responsabilité. Exactement. Et dans cette perspective aussi, les entreprises, elles sont engagées en quête constante de sens. Ça va au-delà du profit et ça englobe des contributions beaucoup plus larges à la société, des missions humanitaires et une responsabilité sociale. Donc, on oublie l'identité qui s'arrêtait aux caractéristiques immuables de l'entreprise. Eh bien, pas trop vite. Parce que pour se définir une entreprise, elle a quand même besoin d'aller chercher des éléments de stabilité, de maintenir une continuité. Il s'agit de ce qui est au cœur de l'organisation, indépendamment des tendances, des changements de leadership ou même des évolutions de marché. C'est vrai que les racines historiques de l'entreprise, elles vont jouer un rôle majeur. Comment, par exemple, l'organisation a été fondée, ses premières valeurs, ses succès, ses échecs initiaux, bien, tout ça, c'est vu comme des déterminants clés de son identité actuelle. Et puis on a vu, les organisations sont souvent poussées à rester vraies envers elles-mêmes. Cet enjeu de l'authenticité est important et aujourd'hui dans un univers, dans un monde où il y a des changements très rapides, c'est important aussi de pouvoir comprendre et d'honorer d'où on vient, d'honorer quelque part la mémoire de l'entreprise pour ne pas perdre son âme. Mais je pense tout de même que dans tout ça, il y a un risque de rigidité, de difficulté à s'adapter si on définit trop son identité par rapport à son passé. Même si j'entends l'argument de ne pas sacrifier son âme à la dictature du projet, comment on choisit entre ces deux perspectives? En fait, ça va être une question de curseur à positionner entre les deux, et ça, c'est selon certains facteurs. Le premier de ces facteurs me paraît être, moi, le stade de développement de l'entreprise. Si on est dans une start-up ou au contraire dans une entreprise établie, par exemple. L'environnement du marché, les défis externes vont également jouer un rôle. Est-ce qu'on est sur un marché en rapide évolution? Ça va par exemple être les secteurs de la technologie, de la mode, ou bien est-ce qu'on est sur un marché qu'on peut appeler stable,
avec, par exemple, le secteur de la métallurgie, de la production de masse. D'autres facteurs comme la culture d'entreprise vont jouer un rôle, la taille de l'entreprise, la forme de leadership, est-ce qu'on est sur un leadership visionnaire ou un leadership plutôt conservateur. Et puis un autre facteur important, c'est les attentes des parties prenantes, les attentes des clients, des investisseurs, des collaborateurs, ou toutes les autres parties prenantes vont influencer de la manière dont l'organisation va concevoir son identité organisationnelle. Par exemple, une demande accrue de responsabilité sociale de la part des consommateurs va pousser beaucoup d'entreprises aujourd'hui à revoir en ce sens leurs propositions identitaires. Donc maintenant, on peut dire qu'on a défini un cadre à l'identité organisationnelle. On peut commencer à formaliser les choses. Absolument. Une fois qu'on a fait ce choix stratégique, est-ce qu'on est plutôt sur les caractéristiques essentielles de l'organisation ou plutôt sur son projet? À ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans la narration, dans l'histoire qu'on va raconter à propos de l'entreprise. L'identité, c'est avant tout un univers narratif qu'on va poser comme une proposition d'appartenance à l'entreprise ou à son projet. On peut parler aussi de sense-making, de storytelling. Oui, c'est tout ça aussi, avec deux choses à raconter, ce qu'on va appeler la raison d'être. La raison d'être, c'est ce qui va donner un petit peu la direction, le sens à l'action, et puis le noyau positif qui, lui, va permettre d'embarquer dans ce projet ce qu'on peut appeler le cœur battant de l'entreprise. Et une fois qu'on aura posé ces deux visions d'inspiration, il va falloir doter l'entreprise de capacités organisationnelles qui vont permettre à ces parties prenantes d'inscrire leur propre dynamique en cohérence avec cette proposition identitaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui va faire l'identité d'une entreprise, c'est l'ensemble des dynamiques de ces parties prenantes. Et donc, si on commence par la raison d'être, la formulation d'une raison d'être, ça va être un élément clé de la narration d'une entreprise. Elle va répondre à la question fondamentale, par exemple, pourquoi existons-nous? Ou encore, quel est le but profond de notre existence au-delà de la simple réalisation de profit? On peut même dire qu'elle offre une boussole guidant les actions, les décisions, et qu'elle sert de pilier central autour duquel le reste de la narration est construit. C'est ça. Elle est cruciale parce qu'elle va fournir un point de convergence à toutes les forces de l'entreprise. Et puis, elle renforce la cohésion. Oui, elle va aussi servir de référence pour toutes les décisions stratégiques. C'est aussi un facteur de différenciation sur le marché, de renforcement de propositions de valeur de l'entreprise. Et puis j'ajouterais que la raison d'être, ça crée aussi un lien émotionnel. Les clients et les parties prenantes sont de plus en plus désireux de s'associer à des organisations qui ont un but clair, un but authentique. Et une raison d'être bien formulée peut aider à créer ce lien émotionnel avec les parties prenantes. Exactement. Et c'est aussi un soutien pour la communication externe. Bon, Gilda, je sais que tu as accompagné de nombreuses entreprises dans la définition de leur raison d'être. Quelles sont, selon toi, les conditions de réussite dans tel exercice? Alors la principale, je dirais que c'est d'impliquer justement les parties prenantes, c'est-à-dire impliquer les salariés. Une raison d'être, ça ne se définit pas tout seul dans son bureau ou en laboratoire, c'est un travail collectif, collaboratif, dans lequel on va mobiliser les parties prenantes de l'entreprise, au premier rang desquels les salariés, mais pourquoi pas les clients, des fournisseurs, enfin, tous les interlocuteurs de l'organisation. Le deuxième facteur clé de succès, c'est l'authenticité. C'est important que la raison d'être soit sincère, qu'elle reflète les véritables intentions de l'organisation. Ça ne doit pas être juste un slogan marketing. Le point suivant, c'est de communiquer largement cette raison d'être, de s'assurer qu'elle est bien connue de tous et que chacun l'interprète de la même manière, lui attribue le même sens, qu'elle soit intégrée. Et dans le prolongement, bien sûr, c'est de vivre selon cette raison d'être, c'est-à-dire que la raison d'être doit être reflétée dans les actions, les décisions, les comportements quotidiens de l'organisation. Ce n'est pas juste une énoncée sur un papier. Et enfin, dernière condition, je dirais que cette raison d'être doit être actualisée régulièrement. Il s'agit d'anticiper, de prévoir dans les process de l'entreprise des moments où régulièrement la raison d'être sera challengée, enrichie, améliorée. Et je reprends, tu as aussi parlé de noyau positif. Est-ce que tu peux développer cet élément?
Alors oui, tout à fait. Ce qu'on appelle le noyau positif, en fait, ça vient d'une approche qu'on appelle l'appreciative inquiry, donc l'enquête appréciative, positive. En fait, il s'agit d'identifier ce qui fonctionne dans l'entreprise, d'arrêter de la regarder uniquement à travers ses dysfonctionnements. Donc d'aller chercher, c'est quoi ces belles histoires, ces forces, ces énergies, ce qui a porté ses réussites, ce qui fonctionne. Et justement, ça, comment tu fais pour l'identifier? En fait, on va conduire un questionnement qui va permettre de découvrir tout ça, ce qui fonctionne bien dans l'entreprise, à quel moment l'organisation a été à son meilleur, quels sont les talents, les qualités, les ressources qui sont là. Et à partir de ça, on va pouvoir révéler quelque part le potentiel de l'organisation, son rêve. Imaginez ce que pourrait être l'organisation si le noyau positif était pleinement exprimé, exploité. Comment serait-elle si les meilleures qualités étaient la norme et non plus l'exception? Donc en fait, la raison d'être, elle fournit un sens pour l'action, tandis que le noyau positif, il va évoquer les ressources, le potentiel pour agir. En reconnaissant et en valorisant les forces existantes, eh bien l'entreprise, elle peut s'assurer qu'elle est bien placée pour réaliser sa raison d'être. Cette combinaison d'avoir un sens clair qui s'appelle à la raison d'être et d'une appréciation des forces existantes, donc le noyau positif, eh bien cette combinaison qui est puissante pour guider l'entreprise. C'est ça. Mais après, l'erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est d'en rester là. C'est de considérer qu'une fois on a les éléments narratifs définis, il suffit de les communiquer pour que les planètes s'alignent. Ça ne marche pas comme ça. Et là, on n'est qu'au début du travail. Le travail de construction de l'identité organisationnelle. En fait, c'est une confusion qu'on fait souvent entre les éléments de marque, d'apparence et l'identité organisationnelle. Parce que une fois qu'on a défini les éléments narratifs, le travail va consister à aligner les capacités organisationnelles pour donner sa personnalité à l'entreprise, à travers ceux qui y travaillent, qui s'y comportent. Il ne faut pas oublier que les entreprises, c'est d'abord un espace de travail. Et qu'en travaillant, bien sûr, on produit des biens, des services, mais aussi on se produit soi-même, on se développe. On dit qu'en produisant, on se produit soi-même. Et là, l'objectif est de permettre à chacun de se développer à travers le projet contenu dans ces éléments narratifs. En d'autres termes, ça suppose d'impliquer, d'irriguer tous les niveaux de l'organisation et de faire en sorte que tous les leviers qui contribuent au développement humain jouent ce rôle. Et donc justement, là, tu parles de tous les leviers du développement humain dans l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler? Bien sûr. Donc les leviers du développement humain, d'abord il y a ce qui va engager l'entreprise. Donc on a évoqué la raison d'être telle qu'on vient de le voir. L'étape suivante, c'est un leadership partagé, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une raison d'être, mais il faut encore que l'organisation propose des vrais espaces pour que chacun puisse s'approprier et porter cette raison d'être. Le point suivant, c'est les valeurs, des valeurs authentiques, c'est-à-dire que les valeurs, c'est pas juste des affiches dans les salles de réunion, c'est vraiment quelque chose qui vit concrètement au sein de l'organisation. Après, les leviers suivants, c'est les leviers classiques de mobilisation, on va dire, des collectifs. Donc, bien sûr, un management. Alors là, il va falloir arriver à mettre en place un management capacitant. Un management qui va se centrer essentiellement sur le développement des capacités individuelles et collectives, pas uniquement qui sera centré sur le management de la performance, qui bien sûr reste important. Néanmoins, dans cette perspective-là, ce qui va être important, c'est de créer les ressources pour pouvoir s'approprier cette raison d'être, cet enjeu de l'organisation, de manière à se mettre en dynamique dans cette direction-là. Après, bien sûr, on va trouver tous les dispositifs de développement des ressources humaines, où là, on sera sur une approche également développementale. Il va falloir que ces dispositifs soient alignés et portent également cette même dynamique. Et puis, pour terminer, d'être capable de mobiliser sur vos enjeux de responsabilité sociétaux. C'est pas juste de dire, tiens, il faut faire de l'environnement, etc. Non, on a défini un objectif, une raison d'être, une ambition, un impact qu'on souhaite avoir. Il va falloir mobiliser sincèrement le collectif, les forces vives, sur ces enjeux sociétaux. Et comment, justement, on peut faire pour réussir à ce que tout cela se produise? Là, on va être dans une démarche classique, en fait, de
transformation, de diagnostic et évolution de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est un outil qui s'appelle Mon EDH, qui est une plateforme sur laquelle une entreprise va pouvoir aller évaluer la perception que les collaborateurs vont avoir de leur propre développement au service de ce projet de l'entreprise, donc la manière dont ils se développent eux-mêmes, et donc de pouvoir pondérer l'ensemble des facteurs qu'on a évoqués et d'obtenir quelque part une empreinte. Donc, qui va permettre de représenter ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les capacités organisationnelles qui sont présentes dans l'organisation pour porter son projet, sa raison d'être, son ambition, sa stratégie. Donc ça, nous on propose ça sur une plateforme monedh.com, donc n'hésitez pas à y aller, l'outil est gratuit pour le moment. Vous recevrez un rapport qui vous présentera les résultats de l'enquête que vous lancerez. Vous pouvez même obtenir un petit reconnaissance qui s'appelle entreprise engagée développement humain à partir de vous respecter un certain nombre de conditions. En tout cas, c'est cette démarche-là, d'abord écouter ce qui se passe dans l'entreprise, écouter la perception des collaborateurs, donc toujours partir des parties prenantes. Ensuite, eh bien, on va essayer de comprendre, donc de poser un diagnostic dans l'organisation pour dire voilà, qu'est-ce qui fait que les collaborateurs expriment tel ou tel aspect. Et une fois qu'on a ça, bien sûr, on va construire un programme de développement qui va permettre d'aligner justement, de construire ce qu'on appelle l'identité organisationnelle, c'est-à-dire de manager l'ensemble des comportements de l'organisation qui va lui donner sa dynamique, son image, ses représentations extérieures et puis surtout son efficacité collective. Super! Donc si je résume, dans un premier temps, on définit sa stratégie en termes d'identité organisationnelle. Est-ce qu'on est dans une stratégie plutôt projet ou plutôt essence? Ensuite, on va construire avec les parties prenantes les éléments narratifs, la raison d'être qui va donner le sens, le noyau positif qui parle de toutes les ressources. Puis, on va utiliser les leviers du développement humain pour que les dynamiques humaines de l'entreprise, elles viennent incarner, manifester l'identité organisationnelle. Et puis enfin, on mesure ça grâce à l'outil Mon EDH et on le suit dans le temps grâce à cet outil. Bon, eh bien, je pense qu'on a été au bout de la démarche, Gilda. J'espère. Merci à toutes et tous pour votre écoute. On va passer aux questions-réponses. En attendant, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une étoile. Et pour ceux que ça intéresse, qui veulent continuer de nous suivre, nous avons un prochain webinaire le 14 novembre à 11 h avec un nouveau thème passionnant autour du développement humain, du leadership héroïque au leadership partagé, oser la transition. Bon, eh bien, j'espère que ce sujet a éveillé votre curiosité. Maintenant, place aux questions. Place aux questions. Alors, on a une question de Fanny. Quel lien entre l'identité sociale individuelle et l'identité organisationnelle? Ça, c'est une bonne question. Alors effectivement, donc on est sur un lien de causalité, alors on va appeler ça de causalité récursive, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est la dynamique individuelle qui va permettre de générer l'identité organisationnelle, qui en retour va donner un lieu d'être à la construction de l'identité sociale individuelle. Et donc, on a cette boucle-là. La construction de l'identité sociale individuelle va générer une identité organisationnelle qui, en retour, va donner un lieu d'être au développement de l'identité sociale individuelle, et ainsi de suite. On est sur une boucle vertueuse d'enrichissement mutuel entre le développement individuel et le développement organisationnel. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, pas d'autres questions jusqu'à présent. On vous laisse encore un petit peu de temps. Fanny répond « Merci, super intéressant ». Tant mieux. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions.
On va en rester là. On va en rester là. Merci beaucoup pour votre écoute et votre participation. Et puis, on se retrouve le 14 novembre. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.